fait d'avoir fait ce film, pour moi, c'est un prétexte, c'est une connexion à la Terre. C'est une façon d'entretenir ou de me reconnecter à la Terre. Par l'intermédiaire de mes frangins, par la curiosité que j'ai pu avoir de ce qui les a amenés, eux, à faire ce choix du travail quotidien de la Terre, et donc de m'exposer à un univers qui est somme toute assez nouveau pour moi. C'est surtout des questions d'échelle. Grégoire, il a une toute petite ferme en autonomie. Mathias, il a une grande ferme qui est intégrée dans la grande distribution. Et c'est là-dessus que j'ai essayé de mettre les deux systèmes en écho, en résonance, plutôt qu'en opposition, et voir comment il y a des choix différents qui se font, et comment il y a des choses qui sont probablement complémentaires. Grégoire, sa vision, c'est dit dans la bande-annonce, c'est que toutes ces pratiques du quotidien, mais ces pratiques, c'est même ces pratiques personnelles, sociales, tendent vers plus de syntropie. Il vise faire de l'agriculture syntropique, donc toujours plus de complexité et d'interaction du vivant, 1 + 1 = 3 pour faire très simple. J'avais pas du tout l'ambition initiale ou l'obsession de faire un film familial, de faire un film intime. Ça s'est imposé puisqu'à partir du moment où j'avais ces 2 frangins qui se posaient dans leur ferme et que je décide d'aller faire ce film, j'allais pas passer sous silence le fait que c'est mes frères. L'être humain a un impact sur son environnement, un poncif quoi, mais ça tu peux le faire bien, tu peux avoir un impact positif. Alors les similitudes avec Mathias, c'est qu'on est maraîchers tous les deux. Donc on fait face au même bordel de gérer 30 plantes différentes à l'année. On a chacun un peu une approche assez systémique de la chose, sur des échelles différentes. Après, c'est pas les mêmes moyens. Il est dans une optique de réduire le travail du sol à plus ou moins long terme, mais il travaille beaucoup son sol. Toutes les terres ne sont pas les mêmes, tous les modèles agricoles ne sont pas les mêmes. Je suis obligé de passer par des étapes pour améliorer ce sol. Mon but, c'est de produire de l'alimentation de qualité tout en régénérant des écosystèmes. Enfin, j'essaye que toutes mes activités au quotidien aillent dans ce sens-là quand même, quoi. Bon, parce que comme tout le monde, on voulait trouver un métier qui ait du sens et on était en rupture quoi, comme une personne sur 2 aujourd'hui. Et puis bon, il y a un projet aussi un peu stimulant, c'est que les gérants d'un supermarché investissent dans des terres. Moi, je trouve que c'est bien quoi. C'est bienvenu de nos jours. Ce qui pour nous est très très important, c'est de réfléchir en local. C'est-à-dire que nous, une bonne partie de la vente de légumes se fait directement sur la ferme et ça permet aux gens de se reconnecter avec leur bouffe. Et là, du coup, c'est ce que tu as récupéré là-bas? Ouais. Ouais, 8 hectares. C'est un putain de potentiel, hein. C'est vrai ton langage. Bonjour Thibaut et bienvenue dans le podcast Agroécologie voyageuse. On est ensemble pour un petit épisode spécial à l'occasion de la tournée du film Les Agrofrangins, qui a déjà commencé depuis pas mal de temps puisque le film est sorti en juin 2023, si je me trompe pas. On vient de regarder la bande-annonce du film et ça m'a rempli de joie. Et même si je ne suis pas très objective parce que j'adore la ferme des Mawagites, toute la troupe et notamment Grégoire sont de grands amis. On voit aussi Tonio dans le film, qui a participé au film et qui est pépinériste à la ferme. Et à chaque fois que je vais là-bas, j'ai l'impression que mon cœur prend plus de place dans ma poitrine. Alors évidemment, on ne parle pas que de la ferme des Mawagites dans ce film. On parle aussi de la ferme de Mathias. Sur ton compte LinkedIn, tu partages quelques retours de personnes qui ont vu le film. Entre espoir et lucidité, sur un fil entre idéal et pragmatisme, le geste avant tout, mais constamment accompagné du doute. Vrai, sans être donneur de leçons, la beauté, c'est important. Donc, j'aimerais commencer par cette question. Qu'est-ce que ça te fait de réécouter cette bande-annonce, même si j'imagine que tu l'as beaucoup vue et revue et qu'est-ce qu'on y voit? Salut Opaline, en tout cas merci de m'accueillir, je suis ravi d'être ici. La bande-annonce, étant donné qu'on l'a fait plus récemment, j'en suis pas encore peut-être lassé, ou en tout cas j'y suis moins habitué
que le film. Donc je continue de la savourer de façon assez neuve. Et je suis assez content du boulot qu'on a fait là-dessus parce que je trouve que ça arrive à capturer quand même l'essence du film qui est cette relation de frangin pour parler d'agriculture. Et sur un ton, ça me tenait à cœur, qui se veut quand même assez léger alors que ce sont des sujets importants. Et ça, je trouve que ça fonctionne pas mal et on arrive à capturer un petit peu voilà, l'intimité, la complicité, l'humour qu'il peut y avoir entre eux et qui, j'espère, je pense, se dégage du film. Ouais. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en tant qu'être humain? Qui es-tu? Bien sûr. Thibaut, indéfectible curieux, c'est peut-être ça qui me définit le plus. J'aime bien cette idée, cette phrase de la curiosité est un sport de combat. Parce que finalement, faut l'entretenir, faut la nourrir. Et je pense que c'est exactement ce que je fais, ce que j'essaye de faire avec le documentaire. À la fois de façon, j'allais dire égoïste, en tout cas personnelle, pour nourrir ma curiosité, et puis de façon plus altruiste, partagée, pour accompagner les gens dans leur souhait de curiosité ou de se renseigner sur des sujets. Il y a toujours ces deux pôles, à mon avis, dans une action. Ce pôle intéressé, et c'est pas une insulte, il me semble, et un pôle altruiste, partageur. Et je trouve qu'on arrive à assez bien s'équilibrer quand les deux sont présents. Et voilà, donc le documentaire, moi, c'est, on va dire, une reconversion sur le tard. À la base, je viens plutôt de la transition énergétique. Il y a évidemment des passerelles fortes sur les thématiques de transition, qu'elles soient justement transition énergétique et transition agricole. C'est probablement un des biais qui m'a amené vers ce film. Le premier restant malgré tout le fait que deux de mes frangins sont maraîchers et ont décidé de s'établir chacun sur leur ferme à peu près au même endroit, à peu près au même moment. C'est quand même un petit peu un signe de l'univers qui m'a dit là, il faut que tu fasses ce film-là, quoi. En quelques mots, mais n'hésite pas à m'interroger plus sur qui je suis. Bah, j'ai une petite question que je t'avais demandé de préparer, enfin d'y réfléchir en tout cas un tout petit peu. C'est comment tu cultives ton lien à la terre, puisque Allez, toi, direct. tu es le, enfin, des trois frangins, tu es celui qui n'est pas agriculteur. Tout à fait. Donc j'y ai réfléchi juste avant notre rencontre et justement j'étais un peu le cul entre deux chaises en me disant bah, au sens agricole, moi mon lien avec la terre il est assez ténu, il est assez léger. Donc de façon, je vais avoir certains aspects de ma réponse qui vont être un peu au sens figuré à mon avis et pas au sens propre. Moi naturellement en tout cas, mon rapport à la terre je l'entretiens par la marche, par le pied et par la randonnée, la montagne. Donc ce qui fait de moi un terrien probablement pas un paysan, un travailleur de la terre, mais un terrien plutôt qu'un marin, c'est clairement la montagne et la marche. C'est le moment où non seulement je fais le point sur tout, et une fois que j'ai fait le point sur tout, où je me vide la tête et je me reconnecte. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de connexion, voilà, à la terre. Et avant de partir peut-être sur des trucs un peu philo qui m'étaient venus à l'esprit, il y a clairement le fait d'avoir fait ce film, pour moi, c'est un prétexte, c'est une connexion à la Terre. C'est une façon d'entretenir ou de me reconnecter à la Terre par l'intermédiaire de mes frangins, par la curiosité que j'ai pu avoir de ce qui les a amenés, eux, à faire ce choix du travail quotidien de la Terre, et donc de m'exposer à un univers qui est somme toute assez nouveau pour moi. Je viens pas d'une famille d'agriculteurs, j'ai pas particulièrement la main verte, mais justement, c'est l'occasion de m'y confronter. Et d'un point de vue plus personnel et très concret, très tangible, bah pour le coup, j'ai déménagé, je suis en région lyonnaise, j'étais en ville jusque-là, et cet été, on a déménagé dans les monts du Lyonnais, dans une maison. Donc là, j'ai un jardin à entretenir, le projet d'activer un potager au printemps prochain. Donc, bah, ça reconnecte avec ce que tu as évoqué, je crois, d'un des retours sur l'action. C'est cultiver son lien à la terre, c'est comment et finalement par terre, ça peut être beaucoup d'autres choses. Comment est-ce qu'on passe de quelque chose de très intellectuel, de très pensé, moi j'ai un peu ce penchant naturel de lire des bouquins, pour passer de la lecture, et Dieu sait que la lecture c'est important, c'est constructeur, à l'action. Donc moi, comment je suis passé à l'action? Bah, c'est en faisant ce film. Là, c'est en cultivant mon jardin au sens propre et un peu figuré. Donc voilà, c'est dans le faire et c'est dans l'atterrir.
Et je repensais à ce penseur, et je veux pas trop m'avancer dessus parce que je le connais trop peu pour rentrer dans des analyses de la pensée de Bruno Latour, mais donc sociologue, philosophe des sciences qui est mort récemment, qui est probablement plus connu à l'étranger qu'en France, et qui était un des précurseurs de la pensée écologique, mais pas au sens de la politique écologique partisane ou moralisatrice comme on peut le voir aujourd'hui, mais vraiment comme un sociologue qui pensait l'être de l'homme au monde. Et une de ses idées clés, c'est d'atterrir au sens physique, de se reconnecter à quelque chose. On vit dans un monde physique, dans un monde réel. On a pu nous faire miroiter une mondialisation, une numérisation absolue complètement déconnectée de flux physiques, de notre réalité sensible. Et je pense un peu des aspects de la crise personnelle et de la crise collective qu'on peut traverser, c'est justement cette déconnexion, cette crise de la sensibilité, et de ne plus savoir à quoi on appartient. Je pense que c'est très important. Si on arrive à définir, et j'ai pas la prétention d'y répondre tout de suite pour moi-même, si on arrive à définir ce à quoi on tient, et du coup par extension probablement ce à quoi on appartient, là où au contraire en Occident on a poussé la liberté de l'individu jusqu'au bout, du coup comme une libération de toute chose. Non, non, je n'appartiens à rien, je suis libre. Je ne pense pas que appartenir à quelque chose soit la négation de sa liberté. Au contraire, c'est une pleine acceptation de sa liberté, mais il faut savoir à quoi. Bref, atterrir. Voilà pour ce que m'a évoqué ta question sur comment j'entretiens mon lien à la terre. Donc tu vois, on est un peu loin de la pratique agricole. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis et ça me fait penser à une citation de Simone Veil que j'ai lue encore hier et qui est pas complète, mais c'est l'enracinement est le besoin le plus important de l'âme humaine. Et c'est en lien avec le fait d'atterrir. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être ancré, d'être en lien, dans l'idéal, avec une terre à laquelle on appartient, dans laquelle on est enraciné, dont on prend soin, qui nous fait confiance, etc., etc. Bon, on pourra en parler. Bien sûr, c'est cette idée que on appartient à cette terre, mais ça doit nous aider à nous construire, mais c'est pas un prétexte à se fermer. C'est pas parce qu'on appartient à cette terre que ça devient que cette terre nous appartient ou qu'il y a un côté de repli identitaire, etc. C'est pas ça. Et tout l'enjeu, justement, il est dans ça, de pas tomber dans cet écueil-là, je pense. Ouais. Alors, au début du film, on vous voit petit. Bon, toi, tu es déjà grand. C'est touchant, je trouve, parce que dans le synopsis, enfin le résumé, pardon, du livre, tu dis du film, pardon, que ce film t'a permis d'aller à la rencontre de ce que tes frères sont devenus en tant qu'hommes, en fait. Et du coup, est-ce que le film est a été un prétexte aussi pour vraiment encore plus découvrir tes frères ? Oui, clairement. Et c'est ça qui était sympa dans ce projet et dans l'envie qu'on a eue de tous le faire ensemble, parce qu'il y a vraiment ce côté collectif. Ouais. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce film, la genèse, ça a été de voir Grégoire prendre la parole à PIM, Paysage in Marciac, qui est donc un événement de rencontre autour de l'agriculture en off du festival de jazz, qui se tient dans le Gers l'été. Et je découvrais Grégoire, on a 14 ans d'écart, il rentrait du Brésil. Je le découvrais dans son univers professionnel et assez convaincu et convaincant. Je me suis dit, waouh, il en parle bien. Et c'est le fait que l'un et l'autre en parlent bien et eu un regard assez pragmatique sur leur travail qui m'a donné de le faire avec eux. Donc on se disait, il y a quelque chose quand même d'intéressant à partager sur un sujet d'actualité important, l'agriculture durable, la conservation des sols. Et évidemment, il y avait un attrait dans l'expérience personnelle, familiale qu'on allait vivre. Mais ça s'est pas fait tout de suite d'ailleurs, ça, parce que j'avais pas du tout l'ambition initiale ou l'obsession de faire un film familial, de faire un film intime. Ça s'est imposé puisqu'à partir du moment où j'avais ces deux frangins qui se posaient dans leur ferme et que je décide d'aller faire ce film, j'allais pas passer sous silence le fait que c'est mes frères. Ça aurait été quand même un peu couillon. Et il a fallu que moi je fasse
un petit cheminement pour assumer justement de faire un film sur ma famille, Mmh. du coup sur moi. Ça reste assez soft, hein, on dévoile pas des grands secrets, mais cette composante, elle est éminemment là, puisqu'en fait, c'est le prisme que je décide d'adopter, c'est de passer par cette relation de frangin pour créer du lien avec les personnages. Et c'est ce qu'on voit, c'est un artifice classique avec les images d'archives au début. Comme tu disais, c'est touchant parce que d'emblée, tu te places dans non seulement l'intimité des personnages, mais aussi dans la durée, dans leur évolution personnelle. Avant d'avoir été des agriculteurs, c'était des enfants, etc. Et donc de passer par ce lien affectif de frangin pour ensuite faire passer la pilule de la pédagogie incarnée qu'ils ont à partager sur leurs expériences professionnelles. Et ça Donc parle. oui, ouais, bah tant mieux. Ça parle Euh, aux gens parce que du coup, la famille, ça parle à tout le monde, quoi. c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que selon les sensibilités du public, notamment si les gens me connaissent un peu ou pas du tout, il y en a qui aiment beaucoup cet équilibre entre la thématique, on va dire, fraternelle et la thématique agricole. Et puis il y en a qui sont plus touchés par l'un ou par l'autre. Voire qui me disent oh là là, j'aurais vraiment voulu beaucoup plus de frangins, au final l'agriculture je m'en fous, ou d'autres qui me disent tu sais, moi les frangins, je vous connais pas, je m'en fous, je voulais plus d'agriculture. Mais ça j'aime bien, justement, le moment où les gens s'approprient le film, où le film prend une certaine autonomie, bah, c'est banco pour moi, c'est génial, c'est très satisfaisant Hmm. en fait. Ouais. Tu crées un objet, bon, le mot objet est peut-être pas très heureux, mais tu crées quand même une entité autonome qui vit par elle-même, le film. Ça, c'est pour moi un signe d'une certaine réussite. Ce n'est plus qu'une projection ou plus qu'une envie de ma part. Ouais. Et à propos de projection, t'as une idée de combien il y en a eu depuis le début? Oui, on est en début. Tu mentionnais le fait que la première projection a eu lieu en juin dernier. C'est vrai parce que c'était les avant-premières dans le cadre du financement participatif qui nous a permis de faire le film. Il y avait des contreparties qui étaient notamment quelques avant-premières à Lyon où je suis basé, à Paris parce que c'est inévitable, et puis en Occitanie où sont basées les deux fermes, donc Lavore, le potager du Pastel pour Mathias, et la ferme des Mawagites pour Grégoire, dans le Gers, à Saint-Élix d'Astarac. Et donc on a eu ces trois-là, puis après on a un peu mis en sourdine, je dis on, parce qu'il y a un producteur qui m'a rejoint sur la fin du processus de fabrication, donc Bloc 8. Maintenant on est à deux pour soutenir le film dans sa diffusion. Et on a un peu mis en stand-by parce que justement on déménageait les uns les autres, on a laissé un peu passer l'été, souffler un coup après le montage. Et c'est plutôt à l'automne qu'on a commencé à s'atteler à la diffusion de façon un peu sporadique, un peu au coup par coup. Donc il y en a eu une dizaine à l'automne. Et puis là, l'objectif de 2024, c'est vraiment justement peut-être de mieux structurer la diffusion, de ratisser plus large, de rentrer par les têtes de pont de réseaux, de salles ou associatifs, etc. Pour essaimer, avoir une sorte d'effet d'entraînement. Donc on est plutôt, somme toute, au début de la diffusion. Il y en a eu donc une dizaine en 2023, une dizaine en 2024, et puis là, ça prend bien forme. Ok. Alors on pourra parler tout à l'heure de comment diffuser le film si on a envie de le projeter Mhm, et de comment le regarder. Mais avant ça, j'avais envie qu'on parle un petit peu d'agroécologie parce qu'on est quand mhm. même dans le podcast Agroécologie voyageuse. J'avais envie de te demander ce que tu as découvert de l'agroécologie en faisant ce film et notamment qu'est-ce que tu as compris du maraîchage version Grégoire et du maraîchage version Mathias, même si Greg ne fait pas que du maraîchage et il en fait de moins en moins. Tout à Mais fait. qu'est-ce que tu as compris de leur pratique et des Ouais. différences et de ce qui les relie? Alors, en tout cas, sur l'agroécologie en général, j'en retiens justement que c'est un concept assez malléable, mais dans le bon sens du terme, que c'est un ensemble de pratiques, de pensées, et qui ne sont pas que des pratiques techniques, Hmm. agronomiques. C'est aussi des réflexions et des pratiques sur un mode d'organisation du travail, une insertion du système agricole dans l'économie et la société plus largement. Donc j'aime bien ce côté assez holistique finalement qui ressort de l'agroécologie.
Après, plus concrètement, ce qui m'a bien plu, moi, dans les échanges que j'ai eus avec Matt et Greg, c'est que à un instant T, ils ont deux fermes et donc ils doivent assumer pleinement en tant qu'entrepreneur, ou salarié, peu importe, mais en tant que professionnel, le choix des fermes dans lesquelles ils sont à ce moment donné. Ce qui ne veut pas dire que chacun d'eux se résume pour l'éternité au projet dans lequel il est aujourd'hui. Et pour être un peu plus concret, c'est sûr que d'un côté, tu as Grégoire qui est sur un projet de vie assez abouti, assez complet. Donc lui, il n'est pas au boulot. C'est la frontière pro-perso, elle est complètement abolie et il vise vraiment à cette réconciliation pleine. Ce qui fait que c'est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de travail. À l'opposé, Mathias, il est salarié. On pourra rentrer plus en détail sur les projets. Mais enfin, si, c'est quand même important de dire que Grégoire est sur une micro-ferme dont il est un des associés. Mathias, c'est les gérants d'un supermarché, d'un Super U, qui, plutôt que d'investir dans un nouveau Super U, par engagement écologique, je pense, assez sincère, se sont dit, mais il faut qu'on achète des terres et qu'on mette en place une ferme vertueuse, bio, pour alimenter en circuit court notre grande surface. Et étant donné qu'eux n'y connaissent rien en agronomie, ils avaient besoin d'un chef d'exploitation, chef de culture, et ils ont embauché Mathias. Et donc Mathias est salarié. Et Mathias, à l'époque, il cherchait à s'installer sur une ferme à lui. C'est un peu l'opportunisme. Je veux dire, à un moment, c'est les rencontres, c'est les endroits, c'est les trains qui passent qu'on décide de prendre ou de pas prendre qui font nos expériences et le temps que cette expérience dure. Peut-être que demain, après-demain, Mathias et Grégoire, qui, pour la narration du film, sont présentés comme étant sur des fermes assez différentes, voire en opposition pour le film, si ça se trouve, demain, ils travailleront ensemble sur la même ferme. Et donc, comment c'est présenté dans le film, comme pour toute narration, il y a besoin d'un peu de point d'accroche, un peu d'opposition, puisque si tout le monde est d'accord sur tout, on va pas se mentir, c'est un peu chiant. Donc, et en même temps, je voulais pas surjouer des oppositions qui n'existent sincèrement pas dans leur vision des choses. Et la façon dont j'ai trouvé pour traiter ça et donner un peu de relief, c'est plutôt une question d'échelle et de débouché et d'intégration dans le système ou pas. C'est pas tant sur leurs pratiques, bien qu'il y en ait qui aient des pratiques agronomiques, pour dire plus avancées, plus jusqu'au boutiste que l'autre. Vous avez compris, c'est Grégoire. C'est surtout des questions d'échelle. Grégoire, il a une toute petite ferme en autonomie. Mathias, il a une grande ferme qui est intégrée dans la grande distribution. Et c'est là-dessus que j'ai essayé de mettre les deux systèmes en écho, en résonance, plutôt qu'en opposition, et voir comment il y a des choix différents qui se font, et comment il y a des choses qui sont probablement complémentaires, et que de toute façon, il y a un besoin d'adaptation locale, et que les initiatives de toute façon sont les bienvenues. Et le constat profond, mais là je m'éloigne un petit peu de ta question, qui m'animait en faisant ce film, c'est je suis frappé comme les gens ont tendance à peu se parler. On peut mettre ça sur le compte des bulles cognitives, de notre fonctionnement assez clivant aujourd'hui, etc. Ce que je veux dire, c'est que même dans des mouvements agroécologiques, entre différentes écoles de pensée, des écoles de pensée voisines, et s'il y en a un qui fait, pour le dire de façon un peu triviale, son couvert comme ci et l'autre qui le fait comme ça, du coup, les gars, ils se parlent peu. Et attention, l'agriculture n'a pas le monopole de ces réflexions un petit peu en silo, héritées en tout cas en silo, c'est de moins en moins le cas. Hein. On le trouvera dans tous les domaines, je pense que les Français, on est très bons là-dessus d'ailleurs. Et là, ce que j'aimais bien, c'est que justement, étant donné qu'ils sont frangins, et cet espace de dialogue, il existe nécessairement entre eux. Et donc, ils se retrouvent à incarner des modèles qui, en général, se parlent peu, par ignorance, par inertie, que sais-je. Et là, on provoque, de par cette relation fraternelle, l'échange, la discussion entre des modèles qui se parlent peu habituellement. Tu réponds à une question que j'allais te poser, qui était en quoi les pratiques de Mathias nourrissent celles de Greg et vice-versa. Pour moi, c'est assez complémentaire. Donc, pour essayer de répondre un petit peu plus à ta question précédente aussi, Grégoire, sa vision, c'est dit dans la bande-annonce, c'est
que toutes ces pratiques du quotidien, mais ces pratiques, c'est même ces pratiques personnelles, sociales, tendent vers plus de syntropie. Il vise faire de l'agriculture syntropique, donc toujours plus de complexité et d'interaction du vivant, 1 + 1 = 3 pour le faire très simple. Ça d'ailleurs, c'est un sujet qui était central pour moi dans le film et que j'aurais voulu développer plus dans le film. Et ça a fait partie des choses qui sont un peu passées à la trappe parce qu'en 52 minutes, pour parler de plusieurs modèles, plusieurs personnes, et ben finalement, je suis resté quand même vachement en surface sur la syntropie. Ça, c'est un de mes deuils, une de mes frustrations. Mais si on n'est pas capable de faire face à ce type de choix et de frustration, il ne faut pas faire des films. En fait, c'est inévitable, quoi. T'aviais combien d'heures de rush? Quelques dizaines. Ouais. Je me suis pas amusé à les compter, mais j'en sais rien, 30, 40 heures. Ouais, voilà. J'imagine. Après, en plus, il y a du multicam par moment, donc ça dépend comment on compte. Et il faut faire 50 minutes. Donc forcément, ça oblige à abréger un petit peu la pensée. Et en même temps, je voulais essayer de rendre compte d'une certaine complexité ou d'une certaine nuance. Donc il y a tout le travail d'équilibriste, il est là-dedans, hein. Et je remercie Maxime le monteur, je pense qui m'a bien aidé à le faire. Donc Grégoire, sa vision, son enjeu, c'est d'arrêter d'opposer production de l'alimentation et protection de l'environnement, et dans un geste unique, faire les deux. Et dans le cas du maraîchage, ou en tout cas de la production de fruits et légumes, c'est d'aller de plus en plus vers des cultures pérennes, donc qu'on n'a pas à replanter chaque année. Je ne vais pas rentrer dans les définitions de l'agriculture syntropique, je pense que tu l'as déjà traité, ne serait-ce que dans l'interview que tu as eue avec lui. Sinon, moi, je vais te les ressortir un peu automatiquement, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais il y a vraiment cette syntropie qui est au cœur de sa démarche. Et comme tu disais, il fait de moins en moins de maraîchage, parce que le maraîchage, par définition, c'est des plantes annuelles, une quasi-définition. Et il veut aller de plus en plus vers de l'agro-foresterie, donc des arbres, des cultures pérennes. Mathias, il fait du bio, il fait du plus que bio. Après, bon, bah, le bio, c'est un cahier des charges, c'est pas nécessairement suffisant pour régénérer des écosystèmes. Et lui, il est dans des impacts, des obligations quand même de production, parce qu'il a un actionnaire, un supermarché alimenté derrière. Donc, il a une vision qui est un peu plus progressiste. Il se dit, je suis obligé d'attendre, de faire par étapes. Pour que mon sol, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, soit meilleur. Et donc, c'est la technique des petits pas, peut-être moins radicale, mais tout aussi utile, parce que pendant ce temps, il produit pour nourrir les gens. Est-ce que c'est par exemple lui qui choisit, j'imagine que oui, en tant que chef de culture, en fait, il est salarié, mais c'est lui qui prend les grandes décisions agronomiques avec un Alors, cahier des charges, évidemment, avec des contraintes, mais par exemple, est-ce que c'est lui qui a choisi de semer un couvert, de planter une haie? ouais. Oui, oui, tout à fait. Après, ils en parlent en bonne intelligence avec donc ses gérants, Ouais. ses propriétaires. Euh, mais c'est clair que sur l'agronomie, il a le dernier mot parce qu'ils y connaissent rien. Et même, là où il y a une interaction, c'est en ce moment, il y a une grosse demande pour tel type de produit. On a un peu court en stock. Est-ce que tu peux nous lancer des courgettes, des melons, un peu plus que des tomates et finalement, il y a une sorte d'optimisation parce que toute la boucle est vite bouclée et on sait où sont les besoins et où est-ce qu'il faut plutôt mettre l'accent pour le prochain cycle de production. Après, ils vont pas lui demander de faire des melons en décembre. Ouais. À un moment, on atterrit et on fait avec le réel, évidemment. Et Mathias, il est là pour ça. De toute façon, c'est lui qui a le dernier mot. Alors, on n'est pas là pour parler de techniques agroécologiques, on est là pour parler d'un film. Et du coup, si les personnes sont intéressées pour en savoir plus sur les pratiques de la ferme des Mawagites, j'invite les gens à aller voir l'épisode que j'ai fait là-dessus, la vidéo aussi sur la chaîne YouTube de Ferme d'Avenir qui vraiment aborde tous les aspects de l'agroécologie de la ferme des Mawagites. Je ne connais pas Mathias, donc je ne sais pas si les gens veulent en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent aller sur le site du potager du pastel ou sa page Facebook? Il y a une page Facebook, tout à fait. Après, il communique moins. Ouais. La ferme des Mawagites, Grégoire, on parlait d'un lieu multifacette. Grégoire fait beaucoup de formations aussi. Ils sont habitués à accueillir des gens, des woofers. Il y a l'asso qui a toute une vie sociale, culturelle sur place aussi.
Donc la communication et l'insertion dans l'écosystème culturel local font partie intégrante du projet. Mathias, c'est une ferme professionnelle qui a un outil de production et il communique moins. Ouais. Mais vous pouvez passer une tête à Lavore, chez lui ou au supermarché, bien sûr. Ouais. C'est intéressant notre discussion parce que j'ai pas envie de mettre trop la lumière sur la ferme des Mawajites, même si elle rayonne déjà énormément et que elle m'inspire énormément. Et en fait, dans le film et dans notre discussion, on essaye vraiment de montrer qu'il y a ces deux modèles qui existent et ne s'opposent pas. Et clairement, Mathias nourrit plus de gens, si on regarde vraiment en quantité pure et dure. La ferme des Mawajites fait travailler, nourrit, entre guillemets aussi, presque spirituellement, de joie, etc., un village. Donc il y a vraiment... ces deux modèles coexistent et c'est vraiment très important de ne pas les opposer, quoi. Et vu comme on est en besoin d'une agriculture plus pérenne, je vais employer ce terme, de toute façon, les initiatives sont les bienvenues. Ça serait si on était en saturation de surface cultivée en agriculture durable. Donc, c'est pour ça, l'idée, c'était vraiment d'éviter les partis pris, de faire tomber un petit peu les querelles de clocher. Et quand je vois l'actualité récente, moi, j'ai été plutôt agréablement surpris par un certain nombre de débats ou de reprises dans la presse ou de prises de position des uns et des autres. En dehors, c'est marrant, je suis pas très politique, mais je trouve les prises de décision du gouvernement un peu, pour le coup, pas très courageuses et un peu tristounes, etc. Je le dis comme ça. Mais sur les parties prenantes, sur les différents représentants de différentes pratiques, de différents mouvements agricoles, moi je trouve qu'il y a plutôt une compréhension assez juste et une reconnaissance assez juste des uns et des autres, qu'il y a un problème collectif pour les agriculteurs et que les agriculteurs en agriculture conventionnelle, ils sont pas là par hasard, que c'est pas des méchants, on retombe toujours sur cette espèce d'opposition très difficile à surpasser, mais pourtant je pense que l'enjeu est là, entre fin du monde et fin du mois. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Et donc il y a bien une reconnaissance que les agris en conventionnel sont pas contre l'écologie, etc., etc. Donc moi j'ai trouvé plutôt assez encourageant et assez ouvert les prises de position des uns des autres. Ce qui ne veut pas dire que le problème est réglé pour autant, hein. Mais sur le diagnostic de reconnaissance d'un problème partagé collectif, j'ai trouvé ça plus fin, un peu mieux assumer la complexité que ce à quoi je me serais attendu ou que ce à quoi on nous a habitués malheureusement récemment, quoi. Ouais. Bah, je ne sais pas si tout le monde partage cet avis, mais j'ai eu cette perception-là. J'essaye de regarder quand même plutôt le verre à moitié plein. Le film fait ça aussi. Je suis plus dans la proposition, mettre en avant des initiatives et des solutions qui fonctionnent que insister sur le problème qu'on a malgré tout, je pense, tous bien compris, quoi. Je partage et en même temps, oui, en fait, à partir du moment où on gardera des agriculteurs qui sont maîtres de leur outil de travail, ce qui est en train de se perdre, c'est là où il y a un énorme warning. C'est vraiment, ça serait bien que Mathias il soit maître de son outil de production un jour, parce que c'est vrai que quand on commence à avoir des milliers d'hectares qui appartiennent à des actionnaires et pas à des paysans, ça commence à être un petit peu inquiétant, quoi. Ouais. Alors sur la répartition de la valeur, travail, capital, etc., c'est des sujets énormes. Moi, à ce stade, je me dis que l'urgence, elle est dans des pratiques agronomiques vertueuses. Oui, et éviter... alors, si par pratique agronomique, tu intègres le fait qu'un tracteur robotisé, sans humain à l'intérieur, puisse faire du semi-direct de couverts végétaux, je ne suis pas d'accord avec toi.
Peut-être que c'est non, ce qui est dangereux, c'est si ça devient quelque chose de définitif. Oui, c'est ça. Si on enlève on en revient à la question de l'enracinement et Ouais. de la connexion à la terre. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse continuer à produire notre nourriture en mettant les mains dans la terre, en touchant la terre, etc., quoi. Voilà, les solutions. On va inévitablement devoir combiner un côté un peu, je sais pas comment le dire, mais on va dire politique, par la réglementation, par des grandes orientations des finances, etc. Mais il faut que ça vienne du local en complément. Les initiatives, la connaissance du terroir, l'organisation, c'est du local et c'est des gens qui ont les pieds et les mains dedans, quoi. En parlant d'actualité agricole, donc c'était une belle occasion pour mettre en ligne le film en accès gratuit. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut voir le film? Pour ceux qui veulent le projeter, est-ce que c'est possible? Tout à fait. Donc, en effet, en accord avec la production, surtout que la réflexion qu'on a eue, c'est qu'on est en discussion sur d'éventuelles diffusions TV. Donc, il y a toujours des sujets sur les exclusivités, etc. Mais l'un dans l'autre, on s'est dit que l'actualité était telle que c'était futé et pour les gens et puis même pour la visibilité pour le projet, hein. Toujours ce côté bicéphale, intéressé et altruiste. Je trouve que ça marche toujours bien comme ça de mettre en effet le film en accès libre. Ce qu'on a fait en partenariat avec Imago TV. Donc Imago TV, les Agro-Frangins, vous tomberez assez naturellement dessus et je ne doute pas que Opaline vous mettra le lien aussi. Et c'est jusqu'à mercredi soir, donc jusqu'à mercredi 14 février 2024. Putain, j'ai même l'année, je suis fort. Qu'il est en accès libre. On a 1500 vues là, donc c'est un franc succès. C'est très forcément satisfaisant, avec un taux de visionnage très élevé, donc c'est des vues effectives. Et en parallèle, il y a des projections qui sont en cours. J'en ai fait pas mal en Occitanie récemment parce que c'est un des lieux naturels, étant donné que les deux fermes sont là-bas. Et là, je suis plutôt sur une phase au mois de mars sur Rhône-Alpes, où pour le coup, moi et une partie de l'équipe, on est localisé. Donc, attends, je me sors mon petit pense-bête sur les dates. Il y a notamment le festival Festivache qui va commencer dans les Monts du Lyonnais, donc le dimanche 10 mars à Saint-Martin-en-Haut et le jeudi 14 chez moi à Mornan. Le vendredi 15, juste à côté, à Saint-Laurent-d'Any. Et puis on aura encore une à Lyon pour le festival du voyage engagé dimanche 24 mars. De toute façon, vous pouvez retrouver tout ça sur le Facebook du projet, donc Facebook Agro-Frangin. Et en effet, on a tout un programme qu'on met en place en permanence de projections futures. Et en parallèle, si vous avez des idées, des envies, des suggestions, puisqu'il y a toujours un réseau, on va dire, dans les salles de ciné, mais il y a aussi tout le réseau sur les tiers-lieux, les associations citoyennes, les structures, quelles qu'elles soient, de sensibilisation à ces thématiques. On est évidemment preneur. Vous pouvez nous contacter par le Facebook ou par, je dois avoir agrofrangin@gmail.com. Vous arriverez à nous contacter si vous le souhaitez, mais évidemment, toutes les propositions sont les bienvenues. On en discute et c'est toujours quelque chose de sympa à faire ensemble. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques petites anecdotes sur le tournage, la création du film? Ouais, bien sûr. On évoquait la syntropie. Ouais. Donc, cette tendance du vivant à aller vers de plus en plus de complexité. Et toute la fabrication du film s'est faite quand même dans cet esprit, au-delà du côté agronomique. Et j'aime bien quand la mayonnaise prend. Et quand, du coup, il y a des rencontres impromptues qui se font et qui se construisent les unes sur les autres. Voilà, c'est comme ça que j'entends la syntropie. Et par exemple, la première qui me vient, c'est quand même, je dis à Grégoire, mon frère, que je veux faire un film, et il me fait, ah bah dis-moi, c'est fou, parce que quand même mon nouvel associé, Tonio, est un ancien du cinéma, ancien ingé son, et donc Tonio, direct, me fait, attends, tu vas faire un film sur la ferme, faut que je te fasse la prise de son et le montage son. Donc voilà, un de ces petits clins d'œil de l'univers. Dans le même genre, la fin du film, à la base, je voulais pas du tout la faire comme elle est. Je suis ravi de la fin qu'on a aujourd'hui. Ça a été plutôt heureux d'ailleurs. J'espérais avoir Mathias et Grégoire ensemble
pour une soirée qui se passe à la ferme des Mawajids, sans trop en dire plus. Et puis Mathias a eu le Covid, donc j'étais bien malheureux. Mais n'empêche que pendant cette soirée, eh ben, j'ai pu rencontrer les musiciens, sachant que moi je voulais faire le film avec de la musique brésilienne, avec du forró, qui est une musique très terrienne, très, très campagnarde. Et il y avait une soirée brésilienne justement, et je sympathise avec Carlos Valverde et son Foro Magnético. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que qu'il a été OK pour me passer sa musique et que j'ai pu mettre sa musique dans le film. Donc voilà, c'est tous ces petits clins d'œil que j'appelle syntropiques, où finalement une rencontre en amène une autre et fait que toutes les pièces du puzzle s'assemblent assez naturellement. Ouais, et tu t'ouvres à l'abondance que la vie t'apporte quand tu laisses la porte ouverte et que tu contrôles pas tout. Exactement. Qui est-ce que tu as envie de remercier? Le petit moment de gratitude du podcast. Ça va être assez classique, hein, mais Mathias et Grégoire. Parce que Grégoire, d'avoir joué le jeu directement en disant que si ça avait été quelqu'un d'autre, il ne l'aurait probablement pas fait, et d'avoir été un soutien non-stop, lui et tous les Mawajids, pour toute la fabrication du film, la mise à disposition de Tonio également. Donc ils avaient 2 associés sur 3 qui étaient pris par le film, donc forcément il a fallu répartir la charge. Pour les contreparties, ils ont beaucoup aidé aussi. Et Mathias, parce que c'était probablement quelque chose de moins naturel pour lui, il était dans un moment assez dur et professionnellement, parce qu'il y avait énormément de boulot, l'équipe qui tournait, des trucs qui n'allaient pas, et il venait d'avoir son 2e qui dormait pas, donc il était épuisé, ça faisait des semaines qu'il n'avait pas dormi au moment du tournage, etc. Et puis forcément, leurs proches qui ont dû allouer du temps à nous tous pour qu'on puisse faire ce film. Je pourrais remercier tous les gens qui ont participé au film, mais je vais m'arrêter là parce que ça a été une vraie expérience, une chance, parce qu'on a peu l'occasion de vivre finalement des moments entiers, des moments forts et même des moments professionnels avec nos proches. La vie professionnelle de nos proches, c'est souvent une zone grise. On ne sait pas bien comment sont nos proches dans leur boulot. Et là, de pouvoir vivre ça en plus dans la durée, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est en effet, ça a renforcé. Je les ai pas découverts, c'est mes frangins, mais ça a renforcé ma connaissance, ma compréhension de ce qu'ils sont, de ce qui les motive, de pourquoi ils font ça, et accessoirement, on s'est bien marré en chemin, quoi. Et moi, j'ai envie de te remercier, toi, d'avoir décidé de faire ce film, parce qu'il est vraiment super. Je vais le regarder à nouveau. Et ouais, vraiment, merci beaucoup, Thibaut. Eh ben, grand merci à toi, ça fait un plaisir d'avoir partagé ce moment, parce que ça fait longtemps qu'on en discutait, on n'arrête pas de se croiser, donc ravi que ça se soit fait enfin. Et je te souhaite une belle fin de journée, et à bientôt. Merci à toi, et puis à plus tout le monde. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.